Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. Nous débuterons ce journal avec un invité, le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Nous aborderons plusieurs sujets avec lui, dont l'arrêt du CTTR, le chômage total temporaire renforcé qui avait été mis en place au printemps 2020 et qui s'arrêtera fin décembre de cette année, tout comme le dispositif d'exonération partielle des charges patronales. Restez avec nous, Didier Gamerdinger nous en expliquera les raisons. De son côté, le président du Conseil national reviendra sur les lois votées dans l'hémicycle hier au soir, dont une modifiant les conditions de transmission de la nationalité monégasque par le mariage. À partir de juillet prochain, pour obtenir la nationalité monégasque, il faudra être marié 20 ans et non plus 10 ans. Et autre loi importante votée lors de cette séance publique législative concernant le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Dans les reportages que nous vous proposerons, la 6e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport au Grimaldi Forum jusqu'à samedi. Depuis le début de cette semaine, nous vous parlons des différents ateliers organisés dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Depuis lundi, un chef par jour propose une recette anti-gaspi. Aujourd'hui, nous vous présenterons le travail du chef Étiévan du Marriott à Cap d'Aille. Et nous resterons dans le domaine culinaire pour finir avec une fête traditionnelle américaine qui se célèbre depuis 1621. Autant dans l'Hexagone, le 3e jeudi du mois de novembre est synonyme de Beaujolais nouveau, autant aux États-Unis, le 4e jeudi de novembre est synonyme de Thanksgiving. Et pour débuter ce journal, nous sommes avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler ensemble du CTTR, le chômage total temporaire renforcé s'arrêtera le 31 décembre. Alors déjà, première question pour les téléspectateurs, un rappel, qu'est-ce que c'est et à quoi ça a servi pendant cette crise ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un système d'activité partielle qui a permis de protéger les salariés et protéger les entreprises pendant la situation que nous avons traversée. Puisque les entreprises étaient confrontées à une moindre activité, voire pas d'activité du tout, quand il y a eu des fermetures obligatoires au mois de mars et au mois d'avril de l'année dernière. Et dans le même temps, ces entreprises qui ne pouvaient plus travailler étaient confrontées à la nécessité de maintenir un lien d'emploi avec leurs collaborateurs et collaboratrices. D'où l'idée de maintenir un revenu pour les salariés, et ce revenu en réalité était donc versé par l'employeur et remboursé par l'État. C'est un système d'activité partielle soutenu financièrement sur fonds publics. Et on peut déjà dresser un bilan, combien de personnes ont bénéficié du CTTR ? C'est un système qui a été extrêmement efficace puisque dans les premiers temps de l'épidémie l'année dernière, il a permis de préserver la situation de 22 000 de nos salariés. 22 000 salariés, c'est considérable, c'est pratiquement 30% des personnes travaillant en principauté de Monaco. Et puis, évidemment, l'activité revenant progressivement, accompagnée et encouragée par le gouvernement, le recours au CTTR a été progressivement diminué, de sorte que l'été dernier, nous n'avions plus que 6 000 à 7 000 personnes encore dans ce système. Et à l'heure actuelle, nous avons 700 salariés qui, de façon très épisodique, peuvent être placés dans ce type de situation. Donc à partir du 31 décembre, on stoppe le CTTR, c'est bien ça ? Le constat du gouvernement en lien avec les partenaires sociaux au demeurant, c'est le fait que le CTTR aujourd'hui n'est plus un outil nécessaire, puisque comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup moins de recours à ce type de dispositif, et donc il a été considéré qu'il était légitime que le CTTR s'arrête en laissant un délai suffisant. C'est la raison pour laquelle il demeure en application jusqu'au 31 décembre prochain, en précisant cependant que si la situation sanitaire devait imposer d'impacter tel ou tel secteur d'activité, de suspendre telle ou telle activité économique, eh bien évidemment il serait maintenu ou réactivé pour le secteur, pour la branche ou pour le type d'activité concernée. Nous continuons à protéger les entreprises et protéger les salariés comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il va y avoir d'autres changements également prochainement dans le domaine de l'aide à l'emploi. C'est le remboursement des charges patronales également, c'est ça ? L'idée, c'était de considérer que l'employeur doit acquitter des charges sociales, évidemment, dans le cadre de la rétribution qu'il verse à ses salariés, et l'État, de son côté, a supporté la moitié des charges considérées,
à la condition, avions-nous dit à l'époque, évidemment, que l'employeur s'engage à ne pas licencier son personnel. Donc c'était une sorte de contrat gagnant-gagnant. L'État paye une partie des charges sociales, l'employeur s'engage à ne pas licencier. Et c'est un système qui a très bien fonctionné et qui, de la même façon, comme le CTTR, va prendre fin au 31 décembre prochain. Vous êtes donc ministre des Affaires sociales, mais aussi de la Santé. Quel est votre état d'esprit face à cette 5e vague en principauté? Parce que l'on a vu les nombres de cas augmenter ces derniers jours. Quel est votre état d'esprit? Nous regardons attentivement quelle est la situation en principauté de Monaco. Chacun chez nous a pu observer que nous sommes confrontés à un rebond épidémique. Ce rebond épidémique est non seulement sensible, mais il est violent. Et donc, ça doit nous conduire à remettre en application ou nous remémorer les gestes incontournables qui permettent de nous protéger tous et protéger nos proches, c'est-à-dire porter le masque, respecter les gestes barrières. Non, il ne faut pas se faire la bise, non, il ne faut pas se serrer la main, il faut être attentif, il faut que l'on pense à protéger nos proches et que l'on pense à protéger nos aînés. Cela repose entre nos mains, donc il est important que chacun considère qu'il est concerné par ce rebond épidémique et qu'il doit prendre sa part de cette solidarité collective qui consiste ensemble à être confrontés au virus et à trouver des solutions qui nous conviennent. Et puis il y a une réunion du comité mixte aujourd'hui en fin de journée. Des annonces devraient être faites cette fin de semaine. Nous y reviendrons évidemment. Didier Gamerninger, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. La suite de cette édition avec le point sur l'information de Julia Vial. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, une rencontre dédicace a été organisée hier soir à la bibliothèque Louis Notari. 2 romancières engagées ont ainsi proposé un regard croisé de leurs livres, avec notamment l'œuvre de Colombe Schneck intitulée 2 petites bourgeoises, qui raconte l'amitié entre 2 femmes pendant plus de 40 ans, et Mariam Majidi avec son roman Pour que je m'aime encore, qui là raconte son adolescence en banlieue parisienne et ses combats pour s'intégrer et s'émanciper. La campagne de lutte contre les violences faites aux femmes se terminera, elle, le 6 décembre prochain, après 12 jours de sensibilisation. Lancé en octobre 2020 par l'administration des domaines en collaboration avec la direction des services numériques du gouvernement, Mon Espace Domaine étend son offre sur le web. Mise en place dès aujourd'hui, cette nouvelle plateforme vient en complément de l'application mobile lancée l'année dernière et répond aux demandes des locataires des logements domaniaux. Plus de détails justement avec Elodie Keng, l'administrateur des domaines. C'est la possibilité pour nos locataires de consulter l'ensemble de leur documentation relative à leur logement, bureau ou commerce, c'est-à-dire les factures, les quittances, donc toute la documentation, de l'avoir en version numérique et non plus papier. Il y aura donc sur le site internet l'ensemble de ce qui existe aujourd'hui sur l'application mobile et en plus la possibilité d'effectuer un certain nombre de demandes auprès de l'administration des domaines. Et un deuxième point qui est très novateur et qui est franchement intéressant, c'est que nous allons pouvoir envoyer des informations sur l'actualité de l'immeuble. Ça va permettre aux personnes très concrètement de recevoir sur leur application mobile le fait qu'il y a des travaux dans leur immeuble par exemple, ou on va imaginer certainement d'autres choses à leur signifier par ce nouveau moyen de communication. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de remplir un formulaire que vous pourrez retrouver sur le site de l'administration des domaines, sans oublier de vous munir de votre numéro de compte locataire, un numéro qui se trouve sur vos factures. Merci Julia, on vous retrouvera un peu plus tard dans ce journal pour la suite de l'actualité en bref. Et hier au soir avait lieu une séance publique législative, plusieurs lois ont été adoptées. Nous sommes avec le président du Conseil national, bonsoir. Bonsoir Monsieur Bonilla. Je l'ai dit, plusieurs lois votées, dont peut-être la plus sensible, qui modifie les conditions de transmission de la nationalité monégasque par le mariage. Pourquoi passer aujourd'hui de 10 à 20 ans ? Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de prendre nos responsabilités. En effet, il s'agit de l'avenir de notre communauté nationale. Si la loi sur la transmission par le mariage de la nationalité n'était pas modifiée, nous aurions été donc près de 15 000 monégasques, nous sommes actuellement moins de 10 000, donc une augmentation considérable de plus de 60% d'ici 2070, donc dans les 50 prochaines années. Et donc nous nous sommes interrogés.
Cette nationalité, c'est une chance extraordinaire pour nous les monégasques de l'avoir. Elle nous donne beaucoup de droits. Tout ceci, bien évidemment, a un coût. Et surtout, notre espace est limité, puisque notre territoire ne fait qu'un peu plus de 2 km². Donc la réponse que nous avons apportée à cette question, c'est que nous ne pouvons pas laisser se croître de manière trop importante la population, ou alors il faudrait dire un jour à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos descendants, qu'ils n'auront pas les mêmes droits que nous, et que notamment on ne pourra sans doute pas les loger tous dans leur pays. Et le fait de passer comme ça à 20 ans, qu'est-ce que ça peut changer concrètement ? Ce chiffre de 20 ans, c'est celui qui faisait le plus large consensus. Ce n'est pas rien. Grâce à cette loi, 1500, nous limiterons de 1500 personnes l'augmentation de la communauté. Donc ce n'est pas une mesurette. Voilà. Pour autant, alors bien sûr, certains ne souhaitaient pas qu'on change la loi. Oui, tout le monde n'était pas d'accord. Même au sein de la majorité, il y a eu des votes différents hier au soir et des opinions diverses. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces divergences comme ça d'opinion ? Eh bien, écoutez, moi je suis très fier que le Conseil national soit tout simplement le reflet des débats de l'ensemble de la communauté. 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour partager une culture, une identité, une communauté de destin, notre attachement au prince souverain et à sa famille. Je crois qu'on a à la fois, là, avec cette loi, la possibilité d'être responsable et de mieux préserver le modèle social, mais en même temps d'être humain, d'être juste, et je répète, de maintenir l'unité des familles au bout de 20 ans de mariage. Est-ce que c'est rétroactif ? Est-ce qu'une personne qui s'est mariée il y a par exemple 9 ans et qui devrait obtenir la nationalité monégasque l'année prochaine devra attendre encore une dizaine d'années ? Non, donc ce n'est pas rétroactif. Donc les personnes mariées donc sous l'ancien régime le demeurent. Ça sera toujours 10 ans pour eux pour la nationalité. Et puis nous avons prévu un délai, car notamment avec la pandémie de la Covid, certains mariages ont été décalés. Donc en fait, la nouvelle loi nous a laissé plus de 6 mois. Donc encore, cette nouvelle mesure ne s'appliquera qu'aux mariages qui interviendront après le 1er juillet 2022. Autre loi importante, le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Que dit cette nouvelle loi ? Que fait cette nouvelle loi pour protéger du harcèlement scolaire ? C'est un gros travail de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports de notre Assemblée. Cette loi, elle va faire figurer Monaco parmi les pays les plus en pointe. Certainement en Europe du Sud, c'est la loi la plus forte. Nous avons introduit beaucoup de prévention, de formation. Il y aura un référent par établissement scolaire, il y aura un délégué national auprès du directeur, donc auprès de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Il y aura une grande sensibilisation des enseignants, des personnels éducatifs, des enfants, donc volet prévention très renforcé pour éviter à la source le harcèlement, mais aussi répression organisée et forte contre ceux qui malheureusement, malgré toute la prévention possible, continuent à se comporter de manière irresponsable par rapport aux enfants, à nos enfants dans les écoles. J'ai confiance pour que notre gouvernement, notre direction nationale applique les mesures prévues par la loi. Le message est passé. Dernière question. Les cas de Covid augmentent. On est passé de quelques cas par jour à 45 cas mardi, 30 cas mercredi. On a l'impression, dans une 5e vague. Quel est votre point de vue sur cette recrudescence et sur ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas, heureusement, une corrélation avec le taux d'hospitalisation et encore moins le taux de personnes en réanimation. Donc il faut quand même raison garder de très très nombreux cas positifs qu'on peut déplorer, pour autant ne se transforment pas en hospitalisation et encore moins en réanimation. Mais il faut être vigilant. Donc je crois qu'il faut d'abord, de toute manière, rappeler les mesures barrières, rappeler qu'il ne faut pas les relâcher. Il faut encourager ceux qui ne sont pas encore vaccinés à se faire vacciner, car quels que soient les débats sur la qualité des vaccins, les vaccins sont la seule arme très efficace qui nous protège. Au moins 9 ou 10 fois des graves maladies, au moins 3 ou 4 fois de la contagion. Et donc il faut vérifier sa sérologie. Et vous le savez, donc désormais la 3e dose à Monaco est ouverte à tous les volontaires. Il faut clairement, quand le vaccin malheureusement diminue sa protection avec le temps, il faut se faire vacciner à nouveau. C'est le cas pour la grippe, on le fait chaque année. Il va falloir qu'on le fasse aussi régulièrement pour la Covid-19, car être vacciné au bout d'un certain temps, ça ne garantit plus effectivement la protection sans la 3e dose. Là aussi, le message est passé. Monsieur le Président, merci. Merci à vous, Monsieur Bonilla.
À 70 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, le monde du sport est réuni au Grimaldi Forum jusqu'à samedi pour la 6e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport. De quoi s'agit-il et quel est le but de cet événement qui s'est ouvert aujourd'hui en présence du Prince Albert II? Élément de réponse avec Émilie Rousseau, Sylvain Péromal et Clélia Renaud. Chaque athlète de haut niveau le sait, une maladie ou une blessure peut constituer un risque pour la suite de sa carrière sportive, un fait dont le Comité international olympique est bien conscient. C'est pour cela que tous les 3 ans, il organise à Monaco la conférence mondiale sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport. One of our highest priorities is the prevention of injury and illness, and it has been really for the last 15-20 years. And this conference is the jewel in our crown. It's the most important part of that injury and illness prevention program. Cet événement rassemble près de 1100 participants de plus de 80 pays, des experts, des scientifiques et médecins reconnus du monde médical et sportif. Ensemble, ils vont échanger et partager leur expérience. En principauté, le Comité olympique monégasque est déjà très actif dans le domaine. Il a renforcé en juillet dernier le suivi médical de ses athlètes. Récemment, nous avons passé une convention avec le gouvernement, donc avec le conseiller ministre, M. Gamerdinger, pour que ce suivi soit plus formel et surtout plus étendu, plus large, en fonction de la prévention. Voilà, on se met dans une position de prévention et pas simplement de se faire le suivi des athlètes après une blessure. Cette 6e conférence qui se tient jusqu'à samedi au Grimaldi Forum correspond aussi parfaitement aux recommandations de l'agenda olympique 2020 qui ont été adoptées en 2014 et qui cherchent à placer les athlètes et leur bien-être au cœur du mouvement olympique. Le bien-être du sportif, qui passe également par l'alimentation. Ce prochain sujet devrait les intéresser. Depuis le début de cette semaine, nous vous parlons des différents ateliers organisés dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Depuis 2019, plusieurs institutions de la Principauté y participent, à l'image du musée océanographique. Depuis lundi, un chef par jour propose une recette anti-gaspi. On vous retrouve, Alexandra Pani, assistée de Sylvain Péromal et Clélia Renaud pour une dégustation gourmande et verte. Et saviez-vous, Fabien, que par an, près de 10 millions de produits encore consommables sont gaspillés. C'est tout l'objectif de cet atelier. Proposer au grand public des recettes anti-gaspi. Ça s'est passé toute cette semaine au musée océanographique. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Je suis en présence du chef Étivan du Marriott à Cap d'Aille. Chef, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? On s'est dit on va être sur le rocher, donc on va faire un barbadjan de 3 manières différentes. Puisqu'un barbadjan, c'est ni plus ni moins qu'un ravioli frit avec une farce. Donc, mais il y a aussi le petit farci qui est régional. Avant, il y a très longtemps, on ne gaspillait rien. Donc c'était régulièrement la soupe, le truc au coin du feu. On mixe et on a une soupe. Et puis là, là on a rajouté dedans, pour donner un peu de corps à cette purée de légumes, du pain sec. Donc un peu d'herbe, en l'occurrence de la marjolaine là, pour relever tout ça. Et puis quand même un œuf parce qu'il faut lier. Hein. Et puis voilà quoi. Un atelier qui pousse le public à réfléchir sur sa propre consommation et propose des alternatives aux couverts et contenants en plastique. Ça fait très très plaisir, ouais. Mais c'est la première fois qu'on vient et on est tombé sur la bonne journée, je crois. Avec un enfant, on a plutôt une vision écologique maintenant à avoir. On essaye de lui inculquer aussi. À côté du stand du chef Sylvain Étivan, une pause café zéro déchet était également proposée avec des contenants originaux. Servir le café dans une tasse comestible avec un tour biscuit gaufrette et l'intérieur en chocolat qui résiste à la boisson chaude, à la chaleur pendant plus de 15 minutes. Des cuillères comestibles que vous pouvez découvrir juste derrière aussi. L'objectif pendant cette semaine européenne sur la réduction des déchets, c'est de montrer qu'on peut éviter les emballages, qu'on peut les réduire au maximum et qu'on peut toujours passer des bons moments aussi ensemble autour d'un café et échanger sur les bonnes pratiques environnementales. Fabien, j'espère que vous adopterez cela chez vous et peut-être je vais vous ramener une petite tasse à goûter quand même au bureau. Avec plaisir, je vous attends. Et pour les gastronomes curieux, une dernière recette sera disponible vendredi avec le chef Julien Ballacino de la mairie de Monaco qui proposera, attention, une tartelette fine à la chair de sardine et marmelade de clémentine. Parmi les manifestations, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, une collecte au marché de la Condamine, Julia.
Ce jeudi 25 novembre et jusqu'au vendredi 26 novembre, l'association Semeurs d'Espoir organise une collecte de vêtements au marché de la Condamine. Gants, bonnets, écharpes et baskets seront récupérés durant ces 2 journées. N'hésitez donc pas à aller déposer vos dons qui seront ensuite remis aux plus démunis. Une démarche solidaire et écologique puisque vos vêtements seront réutilisés au lieu d'être jetés. En basket, 12e journée d'Euroleague et le grand choc tant attendu ce vendredi à 20h avec la confrontation entre la Roca Team et l'Asvel à la salle Gaston Médecin. Les 2 grands rivaux sur la scène hexagonale vont disputer un match qui risque d'être riche en émotions et surtout en enjeux. La Roca Team peut rattraper au classement l'Asvel qui de son côté aspire à conforter sa place dans le top 8. Les Monégasques, je vous le rappelle, restent sur 2 défaites en déplacement face à des gros bras de l'Euroleague, tandis que l'Asvel a été battue chez elle par le Barça vendredi dernier. Une ambiance exceptionnelle est en tout cas attendue à Gaston Médecin pour cette affiche de rêve. Cette rencontre sera aussi un événement historique, Fabien. Il s'agira de la première confrontation entre les 2 clubs sur une compétition européenne depuis la Coupe Corac de 1975. Une information pratique à vous communiquer à présent avec les parkings du port de Cala del Forte à Vintimille qui viennent d'être inaugurés. Les 582 nouvelles places de parking du port de Cala del Forte ont été officiellement ouvertes au public hier, en présence notamment du maire Gaëtan Sulino. Le parking sera composé d'emplacements en sous-sol et de places à ciel ouvert en bordure de voies publiques. 226 places seront réservées pour les plaisanciers et 46 pour les activités commerciales des quais. Des places livraison et des pauses minutes seront aussi accessibles. Ces nouveaux dispositifs comprendront pour finir 2 emplacements équipés de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les 26 et 27 novembre, une pièce de théâtre signée Didier Caron sera à découvrir à Monaco. Rendez-vous pour cela, Fabien, au Théâtre des Variétés pour retrouver la troupe du studio de Monaco avec la pièce intitulée Un vrai bonheur. Cette œuvre met en scène la complexité des retrouvailles lors d'un mariage. La famille et les amis sont autour des mariés et traversent tour à tour la porte des réjouissances. Entre joie pour les uns et déconvenus pour les autres, Didier Caron et le metteur en scène Éric Fardot ont réussi à pointer du doigt tous les clichés du couple avec beaucoup d'humour et de fraîcheur. Rendons-nous à présent sur le quai Antoine Ier où le célèbre établissement aux couleurs américaines célèbre une fête vieille de plusieurs siècles. Le reportage de Crescinda Tomel et Alexandra Paolini. Jour férié aux États-Unis, Thanksgiving est célébré le 4e jeudi du mois de novembre, une fête familiale et de partage dont la tradition est très ancienne. Une fois que les colons sont arrivés aux États-Unis après leur première année et avec leur première école, qu'ils ont échangé et partagé avec les Indiens du continent un repas magnifique, très copieux, où ils ont découvert beaucoup de saveurs. Et c'est devenu Thanksgiving, donc la dinde, le cornbread, la sweet potato, les oignons, cranberry, cornbread. Bon, après, chaque région aujourd'hui aux États-Unis a évolué sa recette de Thanksgiving. Donc, vous avez, je pense, un peu comme en France avec la dinde et la farce. Le stuffing est différent d'une région à l'autre. Mais c'est une très forte tradition. Aujourd'hui, si vous arrivez aux États-Unis, il n'y a personne dans les rues, tout est fermé. Et il faut être chez les gens et partager la dinde. Ouais. À Monaco comme en France, Thanksgiving peut aussi être l'occasion de partager un bon repas. Dinde farcie, purée de patates douces, oignons à la crème, pain et fameux épis de maïs, et légumes, sauce cranberry. Le Stars & Bars propose tous les ans à sa clientèle le traditionnel repas américain à partager en famille ou entre amis. En famille ou entre amis, en faisant attention aux gestes barrières, bien sûr. Des nouvelles du soleil pour la météo de ce vendredi 26 novembre. Oui Fabien, il reviendra en principauté dès demain et ce durant toute la journée. Les températures seront-elles comprises entre 7 et 12 degrés. Il fera un peu plus chaud du côté de la Méditerranée puisque l'eau atteindra les 18 degrés. Demain, nous fêterons les Delphines. Merci Julia. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, comme chaque jour, vos photos de fin de journal. Nous vous avons parlé dans cette édition de la semaine de réduction des déchets avec une mise en pratique du chef Sylvain Étiévent. Eh bien, ce sont des photos prises par Stéphane Dana. On se retrouve ce vendredi 19h. À très bientôt. Au revoir.